Bonsoir à tous. Cette soirée s'inscrit dans un processus qui a débuté à Marseille et en France avec plusieurs rendez-vous. D'abord, Boulègue l'Europe, 10 rendez-vous dans les rues de la cité phocéenne, 400 dans 10 quartiers ont pris la pause avec une question. Vous les avez vus d'ailleurs en rentrant, ça défilait sur les écrans. Alors vous voyez, toutes les conditions ont été mises en place pour créer le dialogue entre vous et nous. Des boîtiers vous ont été distribués, on va vous faire un petit peu bosser ce soir. Ce sont eux qui vont vous permettre de répondre à des questions que nous allons vous poser dans la soirée. Alors, allez, on va tout de suite attaquer avec justement une première question. Elle reprend le titre de notre débat. Avez-vous le sentiment que votre voix est entendue en Europe? Votre voix est-elle entendue en Europe? Le 1 pour le oui, le 2 pour le non. Les votes sont ouverts, vous pouvez y aller, vous prenez votre petite zapette. Top, on arrête. Allez, on va regarder les résultats. Non. Oui, 20%. Non, 80%. Nous reposerons cette première question à la fin de la soirée. On verra si ce score va évoluer durant les 2 heures de ce débat. Merci d'accueillir Viviane Reding. Madame Reding, vice-présidente de la Commission et commissaire à la justice, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté. Madame Reding. Et évidemment, Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mesdames, merci. Prenez place. Là ou là. Merci. 80% estiment que leur voix n'est pas entendue en Europe. Les chiffres sont qu'à peu près 40% des personnes seulement pensent que leur voix est entendue. Donc 60% pensent que leur voix n'est pas entendue. Vous êtes à 80%. Eh bien, Christiane, on a du travail à faire. Hein. J'en conviens. Oui, alors on a du travail à faire ce soir. Donc, c'est notre réponse à votre vote pour dire oui, vous avez raison. Il faut que la voix citoyenne soit plus entendue et il faut que les élus, les responsables politiques se mettent à l'écoute des citoyens. Pas seulement pour vous écouter une fois, mais pour en plus prendre ce que vous dites là où se prennent les décisions politiques. Parce que c'est ça qui est important. Je présenterai au printemps l'année prochaine le résultat de tous les débats politiques qu'il y a eu, avec tous les résultats de ce qu'on nous a dit pendant ces débats, pour l'intégrer dans nos propositions politiques à Bruxelles. Donc oui, votre voix sera entendue. Oui, d'abord, merci d'être aussi nombreux. Merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. La France est un acteur majeur parce que la France est un membre fondateur de l'Union européenne. Et je veux revenir un peu justement sur le sens même de l'existence de l'Union européenne. Parce que vous soyez 80% à penser que votre voix n'est pas entendue, nous conduit à interroger la relation que vous avez avec l'Union européenne. Parce que ce ne doit pas être une relation passive. Ce ne doit pas être est-ce que l'Union européenne nous entend, c'est quelle Union européenne notre génération construit, transforme. La question, c'est un peu qu'est-ce que votre génération se dit aujourd'hui pour l'Union européenne. Et pourquoi aujourd'hui, parfois, elle nous inquiète, elle nous désespère, elle nous agace, et nous sommes un peu indifférents au progrès extraordinaire qu'elle nous permet de faire. Mais elle n'est même pas le terme correct, parce qu'en fait, nous sommes l'Union européenne. Donc 80% à penser que votre voix n'est pas prise en compte, c'est plus que la vérité, incontestablement, parce que la France pèse, elle pèse dans l'élaboration des textes, et il n'est pas très loyal de venir vous dire c'est l'Union européenne qui impose, parce que si nous participons aux réunions, nous contribuons à l'écriture des textes, mais il faut effectivement faire en sorte que nous changions le rapport entre les citoyens et les institutions européennes. Quelle réponse européenne face à la crise? Dans la rue, vous nous avez dit il faut donner la priorité à la jeunesse, aider les plus démunis, réguler la finance, le rôle de l'euro aussi a été évoqué. Et cette photo, très dure, l'euro nous a tués. C'est Marc qui fait cette réflexion.
c'est dur, c'est en tout cas une partie de ce que pensent les participants. Cette voix photographiée ce soir, on va l'appeler les boulegs. Parce que là, je dois vous dire, c'est une voix, mais 58% des Français sont d'avis que l'euro est très important. Parce que l'euro est devenu une monnaie forte, c'est la deuxième monnaie d'échange dans le monde. L'euro, c'est le pouvoir que l'Europe peut exercer au niveau mondial. Si nous avions chacun nos monnaies, eh bien nous serons balayés. Il y aurait de l'inflation à n'en plus terminer, il y aurait des dévaluations les uns contre les autres. Dans ces temps de crise, si nous n'avions pas eu l'euro, l'Europe se serait écroulée. C'est grâce à l'euro que l'Europe a survécu. La crise, j'appelle Guillaume Bouy, il est étudiant, Guillaume. La coordination de l'action économique était au centre des débats. Madame la vice-présidente, qui est responsable politiquement des politiques d'austérité au sein de la Commission européenne? Qui est responsable de Voilà, l'austérité? très bien, super. Merci Guillaume. Que dans certains pays européens, les États ont vécu au-dessus de leurs moyens pendant très longtemps. Résultat des dettes énormes, des dettes qui explosent. Et l'argent du contribuable, au lieu de servir à payer l'éducation, la recherche, l'argent du contribuable sert à payer les intérêts sur la dette. Et plus on fait de dettes, plus la prochaine génération n'aura pas la chance de s'en sortir. Donc le plus important, c'est de baisser cette dette. C'est une responsabilité que nous avons vers la prochaine génération. Mais croyez-moi, il est beaucoup plus facile pour un politique, pour n'importe quel politique, de donner de l'argent. De dire, vous voulez encore quelque chose, voilà de l'argent, de faire encore des dettes. C'est irresponsable. C'est la raison pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement, tous ensemble, ont décidé de prendre des mesures nationales pour faire baisser les dettes. Chaque pays décide soi-même sur la façon avec laquelle on baisse les dettes. Et on sort la tête de l'eau. Donc lentement, on est en train de s'en sortir. Les mesures nationales pour s'en sortir, réponse à votre question, ce sont les gouvernements nationaux. C'est ni Bruxelles, ni une troïka. Bruxelles et la troïka font une analyse, les décisions sont prises par des gouvernements et par leur parlement. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir voilà. mesdames. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Monsieur Haussmann, je travaille pour une banque française que je ne citerai pas. Puisqu'on parle de crise justement, est-ce qu'un jour l'Union européenne aura enfin cette force de se dépêtrer des lobbies bancaires et autres pour enfin poursuivre les coupables qui nous ont mis là-dedans en 2008, c'est-à-dire Goldman Sachs, les membres du gouvernement grec qui sont très bien au chaud également eux aussi. Donc est-ce qu'un jour on aura vraiment cette force de faire ça, ou est-ce qu'on va un peu passer la poussière sous le tapis et dire il a deuxième question. Parce que depuis tout à l'heure, je vous entends dire l'euro fort, c'est pas la question, l'euro fort. Donc je ne juge pas l'action qu'a conduite M. Draghi. Le fait est, et c'est là où Mme Reding a raison, le fait est que les résultats de sa politique ont conduit à stabiliser l'euro. Mais là où je vais plus loin, et je crois que j'y vais avec vous, c'est que oui, l'euro fort est une sécurité pour l'activité économique européenne, pour une partie de l'activité économique européenne, mais ça ne peut pas être une fin en soi. La difficulté vient du fait qu'on a fait l'euro, on a construit une politique monétaire, et on a fait comme si le summum de la souveraineté, c'était la politique monétaire. Alors que le summum de la souveraineté, c'est la politique économique, c'est la politique budgétaire, et la politique monétaire doit être au service des orientations définies par la politique économique et par la politique budgétaire. Les résultats sont là. Il y a eu une politique ingénieuse qui a permis de stabiliser l'euro. Simplement, nous devons dire aux institutions européennes que ça ne nous satisfait pas, parce que ça ne peut pas être une fin en soi d'avoir une devise forte, même si nous sommes en mesure de reconnaître les services qu'elle nous rend. Béatrice, voilà, Béatrice est responsable associative dans le domaine de l'éco-citoyenneté. Le choix qui s'est exprimé pendant le débat préparatoire concerne l'action européenne en matière d'immigration. Que fait réellement la Commission européenne quand les aides apportées en Afrique, le plus souvent, sont détournées et font l'objet de corruption de la part des instances dirigeantes africaines et qui
par ailleurs, viennent acheter des propriétés en Europe, des propriétés privées en Europe, et que l'Europe participe et regarde sans réagir, quand d'autres peuples meurent et sont obligés de venir par pirogue entière sur les côtes européennes. Alors, quelle est la vraie solution pour vraiment que les aides soient utiles et soient vraiment utilisées de façon juste et efficace? Merci. Concernant la solidarité avec notamment les pays du Sud, il y a une lutte contre la corruption. Il y a une lutte contre la corruption, nous la renforçons, mais aucun d'entre nous n'est innocent de l'état du monde. Interrogeons-nous effectivement sur l'état du monde et sur les relations que nous développons avec le monde. Viviane Reding a raison lorsqu'elle dit qu'il faut une politique d'immigration européenne, sérieuse. Il y a quelques dispositions. Elles ne sont pas appliquées parce qu'il y a des égoïsmes nationaux qui font qu'effectivement, on essaie de voir si c'est le voisin qui va se débrouiller avec le problème et ne pas prendre sa part dans le problème. Il nous faut régler ce sujet-là. En même temps, il nous faut régler la question aussi des relations entre les pays du Nord et les pays du Sud qui contribuent aussi à l'appauvrissement ou en tout cas parfois à la captation des ressources dans un certain nombre de pays du Sud. Quand je dis que nous ne sommes pas innocents, ça n'innocente pas les chefs d'État corrompus, mais ne perdons pas de vue qu'il y a corrompus et corrupteurs. Donc il faut faire la chasse aux corrompus, il faut faire la chasse aux corrupteurs. Il faut faire en sorte qu'il y ait plus de liberté, plus de justice dans l'ensemble du monde. Et c'est ça qui va stabiliser les populations. Il nous faut faire en sorte que les droits et les libertés que nous développons en Europe, nous les fassions émerger ou prospérer aussi dans ces pays du Sud. Parce que lorsqu'il y a de la corruption, lorsqu'il y a de l'injustice, lorsqu'il y a surtout une impossibilité de s'exprimer, de vivre, lorsqu'il n'y a pas de démocratie en fait, il y a la neutralisation de ressources considérables. Il peut y avoir des ressources naturelles importantes. Et on connaît des pays pauvres où il y a du pétrole, où il y a de l'or, où il y a de l'uranium. Il peut y avoir beaucoup de ressources naturelles. Mais si la ressource humaine, elle, ne peut pas se déployer, ne peut pas s'épanouir, il n'y a pas de richesse collective, il n'y a pas de richesse durable. Donc nos combats consistent à faire en sorte que les droits et les libertés se développent en Europe, mais nous devons aussi, sans complaisance, faire en sorte que ces droits et ces libertés se développent aussi dans les autres pays du monde. Et c'est vrai que les politiques d'aide publique doivent être des politiques sérieuses et durables sur l'éducation, sur la santé, sur le désenclavement. Nous devons être lucides là-dessus et pas seulement faire des arrangements, s'organiser pour obtenir des marchés, pour obtenir des passe-droits qui aident un moment nos entreprises, mais qui contribuent à se laisser développer la misère. Et c'est ce qui fait que nous ne sommes pas innocents de l'état du monde. Nos entreprises, d'ailleurs, qui sont assez peu critiquables, sont des entreprises qui ont une éthique. Nous devons faire en sorte que dans les instances internationales, nous travaillions pour imposer cette éthique partout. Parce que si nos entreprises sont les seules à avoir une éthique, elles perdent en compétitivité par rapport aux autres entreprises. Donc nous devons faire tout ce travail-là. Le sujet n'est pas simple, mais s'il vous plaît, allez voter aux élections européennes. La première question, c'était donnez-nous des raisons d'aller voter aux élections européennes, reconstruire l'Europe, la transformer, la mettre à votre image et influencer l'état du monde, c'est-à-dire être en capacité de peser sur ceux qui, sur ce partenaire essentiel que constitue le Parlement européen, vont prendre des dispositions, vont conduire des politiques qui vont changer les rapports internationaux. Oui, c'est avec votre vote aux élections européennes que vous pourrez changer la donne. Merci madame. C'est le 25 mai les élections européennes. Évidemment l'année prochaine. Je voudrais revenir sur la question de la solidarité, mais entre les générations. Dans quelle mesure cette solidarité est-elle menacée par les institutions et par le dispositif qui privilégierait uniquement les jeunes sans prendre la mesure de la vulnérabilité croissante de la génération des vieux? C'est la question de base pour notre société du futur. Madame, vous l'avez posé, la solidarité entre les générations. Tous nos systèmes différents dans les différents États membres se posent sur l'existence de cette solidarité entre ceux qui travaillent et ceux qui sont à la retraite, entre ceux qui contribuent et ceux qui sont gravement malades. Donc, notre système social se fonde toujours sur la solidarité. Or, si les jeunes n'ont pas de travail, ou si on grève trop
les revenus des jeunes avec des allocations qu'ils doivent payer, avec des taxes qu'ils doivent payer, avec la sécurité sociale qu'ils doivent payer, ils ne seront plus d'accord après un certain moment. Et à ce moment-là, il y aura la question de la rupture de cette solidarité. C'est la raison pour laquelle, madame, on ne peut pas travailler seulement pour une partie de la société. C'est un ensemble. Mais le grand sujet d'avenir, ce sera d'avoir un équilibre entre une population vieillissante. Heureusement, la France est une exception à la règle, hein, mais il y a 27 pays européens qui ont des populations très vieillissantes, c'est-à-dire de plus en plus de personnes âgées par rapport de moins en moins de personnes jeunes. Et ça va faire un déclic à un certain moment et qui pourra être très négatif. Et vous avez dit une autre chose qui me tient très à cœur, et c'est les femmes âgées. Alors, la pauvreté de l'âge est féminine parce que les femmes souvent ont eu des périodes de travail interrompues, donc aussi les rentes et pensions qu'elles reçoivent sont beaucoup moins grandes. Or, elles vivent plus longtemps. Donc, on a un véritable problème ici qu'on doit traiter dans son ensemble. La Commission européenne travaille ensemble avec les gouvernements pour voir comment cette question de solidarité à l'intérieur des sociétés peut être résolue à l'avenir, mais il est très clair qu'on ne peut pas travailler uniquement sur une génération, il faut travailler sur l'ensemble des générations. Deux questions là, madame et madame. Moi, je voudrais dire une chose aussi. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que nos gosses... Moi, j'ai un fils qui sort de Polytech, qui est ingénieur, qui est major un truc, et c'est pas le seul, il y en a plein, et qui cherche du boulot. Et ben, il m'a dit, tu sais, maman, tu peux être fière, je suis majeur au chômage. Alors moi, je vais vous dire une chose, je suis peut-être bête, mais moi je dis, il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt que d'apporter du poisson. Bien sûr, il nous faut apporter la prospérité pour que la génération actuelle soit en capacité d'accomplir ces efforts-là. C'est pour ça qu'il faut effectivement trouver des solutions au chômage des jeunes, faire en sorte, et moi je pense que si les jeunes ont une activité professionnelle, si votre fils, madame, parce qu'il est juste, quand il a fait des efforts d'études, qu'il ait la possibilité de mettre son savoir au service de la société, si votre fils a un emploi, je ne pense pas qu'il va rechigner à cotiser de façon à faire en sorte que la génération précédente vive correctement. Donc je pense que c'est ce qu'on doit vraiment arriver à faire, mais on doit expliquer le sens de tout cela. Allez, mademoiselle. Allez-y, court, hein. Au sujet des élections au Parlement européen. J'ai une petite remarque à faire. Pour ce qui est de la participation aux élections européennes, il faudrait peut-être revoir la manière dont les bureaux des partis socialistes font leur liste aux européennes. Je suis tout à fait d'accord. Il faudrait que finalement les Français s'occupent de ces élections européennes et ne laissent pas faire seulement les partis politiques qui en fait nomment des gens. Il faudrait que les Français soient capables d'élire des gens qui les représentent et qui font leur travail. Alors, de grâce, contrôlez un peu ce que font vos parlementaires européens. Tout ça est public, ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Moi, je peux vous dire, j'en connais quelques-uns qui font un travail remarquable. Il y en a d'autres que je ne connais pas parce que je ne les vois jamais. Mais c'est vous qui devez véritablement commencer à contrôler pour qui vous votez, pour quelle politique aussi vous votez, parce que ces parlementaires européens, ils sont assis dans des grands groupes politiques, dans des familles politiques, dans la famille socialiste, dans la famille libérale, dans la famille démocrate chrétienne, et ils font une politique ensemble avec les autres. Quelle politique? J'aimerais que partout en Europe, on ait un vrai débat pendant cette campagne électorale. Un débat qui doit être pris en main par les partis politiques, quels qu'ils soient, mais que ce soit un débat non pas destructif, on est contre, on est contre, on est contre, mais un débat, on est pour faire quoi? Pour changer quoi? Pour quelle Europe? Et on envoie nos élus là pour faire cette Europe-là. Et on leur demande de revenir pour nous dire ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ça, c'est le Parlement européen que j'aimerais avoir. Alors, c'est ça la démocratie, que les gens puissent choisir.
Merci Madame Reding. Merci beaucoup. Allez, vous allez récupérer vos boîtiers. Le vote numéro 4. Souhaitez-vous une union politique étroite? Le vote est ouvert. Allez-y. On va juste prendre en considération vos votes. Il n'y aura pas de commentaires après. On passera au vote suivant. 300 pile poil. Allez, le résultat. Bah oui, voilà, très bien. Ok. Allez, vous gardez vos boîtiers, évidemment, parce que, comme je l'ai précisé en début de soirée, nous allons, après ces quelques 2h30 de débat, vous reposer la même question qu'au début de la soirée. Avez-vous le sentiment que votre voix est entendue en Europe? C'était 80-20 tout à l'heure. Hein. Allez, c'est parti. Les votes sont ouverts, allez-y. 3, 2, 1. Résultat? Ah mais c'est mieux. C'est la moyenne européenne, Voilà. c'est la moyenne française. C'est mieux. On a presque doublé. Allez, un petit commentaire sur ce On se résultat. console comme on peut. Je voudrais bien mettre les deux derniers votes ensemble. Parce que les deux derniers votes disent tout simplement aux parlementaires européens, et passez le mot à vos collègues, que les citoyens voudraient plus de débats comme celui de ce soir. Donc les parlementaires européens ont du travail à faire. Deuxièmement, que les gens ont envie de s'engager pour une Europe forte, mais leur Europe, et qu'il faut d'abord discuter de quelle sera cette Europe. Et c'est justement le moment de le faire pendant la campagne électorale pour les élections européennes le 25 mai suivant. Moi, je suis de ceux qui veulent une Europe forte. Je me suis toute ma vie politique battue pour cela. Je vous aime. Et je voudrais tout simplement qu'on soit plus nombreux, parce que si on est nombreux à vouloir une Europe forte, eh bien on l'aura. Merci Madame Reding. Madame Taubira, Madame la Ministre. Oui, vous pouvez changer le cours des choses. Les eurosceptiques sont des personnes qui vont faire en sorte que ce qui nous déplaît en Europe va continuer à exister et à nous déplaire, parce que les eurosceptiques ne vont pas s'impliquer pour améliorer le fonctionnement de l'institution européenne. Par conséquent, il n'est pas souhaitable que par protestation, par contestation, vous envoyez des parlementaires eurosceptiques. Les parlementaires eurosceptiques sont forcément passifs. Ils peuvent être très critiques, ça peut plaire, ça peut réconforter, mais c'est forcément passif. Ça n'agit pas, ça ne transforme pas. Or, il faut la faire évoluer, il faut la faire progresser. L'Europe est une très belle idée. C'est une très belle idée qui reste contemporaine. Et cette Europe-là, nous pouvons lui donner un nouvel élan. Et c'est pour ça que ce sont des Européens convaincus, avec un niveau d'exigence élevé, qui disent « nous tenons à l'Europe même si nous avons des mécontentements ». Après vous avoir entendu ce soir, je crois que pour l'Europe, l'espérance survit. Merci. Merci beaucoup. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, mais c'est comme ça. Et je suis prêt à recevoir des coups de bâton. Voilà. Quelques précisions, j'en ai pour 10 secondes. En décembre, vous pourrez avoir un compte-rendu de la soirée en allant sur le site www.débat-europe2013.fr. Puis les réponses complètes de la commission seront en ligne début 2014. Frédéric parlait de proximité, là voilà la proximité. De plus, les questions complémentaires peuvent être posées pour ceux qui n'ont pas pu intervenir dans les centres Contact Europe Direct. Et puis le site Débat Europe, voilà, je vais y arriver, est ouvert encore pendant 15 jours.